projets d'enfants, de temps en temps, ne se réalisent pas rapidement. Et puis, les gens souffrent beaucoup. Ça a commencé il y a 9 ans. Donc avec mon mari, on essayait d'avoir un enfant, on a attendu plusieurs années. En fait, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on essayait d'avoir un bébé, ça ne marchait pas. Ça fait 6 ans qu'on est dans le circuit, si on peut appeler ça comme ça. C'est une démarche très humaine d'abord, et ensuite effectivement très médico-technique par la suite. Ça passe par une bonne relation entre les patients, la patiente, et les médecins. Dans ce centre d'assistance médicale à procréation, 2 équipes cohabitent avec des compétences différentes. Tout d'abord l'équipe clinique qui a en charge d'effectuer le diagnostic de l'infertilité et de mettre en œuvre le traitement pour essayer de pallier cette infertilité, et une équipe biologique qui est en charge d'effectuer la fécondation in vitro. Le fait de comprendre que ce projet est important et que les gens sont déstabilisés par la non-réalisation rapide, en tout cas, du projet d'enfant, ça fait partie déjà de la prise en charge. Si on veut lister un peu quelles sont les indications de la fécondation in vitro, on se dirige vers effectivement plutôt les impossibilités des rencontres des gamètes, donc les causes mécaniques. On va aussi identifier dans certains cas des anomalies masculines qui participent aussi à une difficulté de fécondation. On va aussi être concerné par certains cas de difficultés ovocitaires, de problèmes d'ovulation, d'anomalies effectivement féminines. Voilà, on est des femmes, on sait qu'il y a toujours un moment où il va falloir, où on aura moins de chances en tout cas d'avoir un enfant. Le temps quand même joue un peu contre nous. Donc l'âge est en soi un des facteurs des difficultés à concevoir. Alors après, il y a des causes plus rares mais qui concernent effectivement certaines patientes, comme l'endométriose, qui est une maladie aussi bénigne, qui peut altérer la capacité de l'ovocyte à être fécondé correctement par un spermatozoïde, ou même entraîner des troubles de l'anidation embryonnaire par la suite. Et maintenant, on sait réaliser effectivement dans certaines indications masculines aussi l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovocyte, la technique d'ICSI, qui permet effectivement d'augmenter les chances de production d'embryons. Et en fait, quand on a fait le spermogramme sur Paris, c'était vraiment... En plus, il y en a eu 2 qui ont été faits sur 3 mois, à peu près 3 mois entre les 2. Et du coup, c'était vraiment une chose très positive pour le couple. Et là, l'espoir c'était reparti. Donc on est dans un contexte qui est souvent multifactoriel. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes plutôt armés pour faire un bon diagnostic. Et ça, effectivement, c'est sur ce diagnostic que va se reposer la qualité thérapeutique qu'on va prodiguer aux patients. Donc j'ai commencé par 3 inséminations artificielles qui n'ont pas marché. Ensuite, toujours par rapport à mon âge, le professeur a préféré arrêter et passer directement à une FIV. La première FIV qui a eu lieu, qui n'a pas marché, une deuxième et la troisième qui a marché. Et les gens vont avoir affaire à un médecin qui va les écouter et qui va effectivement dégager des causes possibles à leur difficulté à concevoir. Des dosages hormonaux qui sont réalisés, associés souvent à une échographie ovarienne, qui permet de quantifier la réserve de follicules. Donc ça, c'est effectivement un point crucial, parce que de cette réserve folliculaire dépend bien sûr la fertilité féminine, le degré de vieillissement ovarien, et puis l'adaptation des traitements de stimulation en aval. Donc un point, c'est l'étude de la fonction ovarienne. Un deuxième, effectivement, c'est de la qualité du fonctionnement utérin. Donc il y a une appréciation pas simplement échographique, mais aussi optique par un examen qui s'appelle hystéroscopie, qui est réalisé vers le milieu du cycle, qui va nous fournir des informations
sur la possibilité d'une nidation dans une cavité utérine libre de tout obstacle. Et puis, il y a des examens qui seront faits sur le plan masculin qui vont nous permettre de vérifier la bonne qualité des spermatozoïdes. Nous avons un portfolio de traitements qui est large. C'est clair qu'il y a des personnes qui ne vont pas bénéficier forcément d'une fécondation in vitro dans un premier temps. Donc on va se cantonner à stimuler la fonction ovarienne pour aboutir à une simple insémination intra-utérine. Et puis il y a des gens qui d'emblée vont être dirigés vers le processus de fécondation in vitro parce que leur anomalie initiale nécessite le recours à cette technique. C'était mécanique, voilà, pour lui, il nous a tout de suite dit une FIV. Il y a quasiment, je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'était plus de 50% de réussite dans mon cas. Le point commun entre ces deux approches, donc aussi bien les inséminations que la fécondation in vitro, c'est la nécessité de stimuler la fonction ovarienne, de donner des hormones à des doses contrôlées, des hormones précises qui vont viser à faire croître des follicules ovariens et obtenir à la fin, peut-être dans les cas des inséminations, 1, 2, 3 follicules simplement. Donc c'est un traitement plus léger de stimulation. Mais pour la fécondation in vitro, là on nécessitera d'une réponse ovarienne plus intense, de doses plus fortes et de protocoles différents. Et puis il y a aussi le stress de se dire on a le droit à un nombre de FIV. Et ça y est, là j'entame, je fais la première. Alors, la stimulation se fait par des injections, la plupart du temps sous-cutanées, que la patiente va réaliser le soir à domicile. On se retrouve avec tout notre kit. C'est pas compliqué, mais c'est juste la première fois, on ne sait pas comment faire. Et donc c'est mon mari qui le faisait. Nous, on a aimé aussi le faire tous les deux. Ça faisait partie du processus de notre projet. C'était la préparation qu'on a fait ensemble. Et après, il faut bien qu'on mesure les effets de ces hormones sur les ovaires. Avec des visites, effectivement, ici dans le centre de Béclair, où les patientes vont bénéficier d'une échographie, d'une prise de sang. Et à partir de ces résultats, on saura à quel moment du cycle la patiente se retrouve, quelle est la qualité de la réponse ovarienne. Pendant cette phase de stimulation, on attend de voir grossir les follicules ovariens de la patiente, de les mesurer, d'attendre la maturité de ces follicules pour pouvoir ponctionner un maximum d'ovocytes le jour de la ponction. Les patientes, c'est la première des choses. Est-ce que ça a grossi? Puis elles le voient aussi parce qu'elles le voient en même temps. Elles ont vu leur follicule à J3 du cycle où c'était tout petit. Et puis des fois, juste on pose la sonde, on voit l'ovaire et là, ah oui, ça a grossi depuis la dernière fois. Enfin voilà. Et on prendrait la meilleure décision en fonction de ces résultats. Et donc il y aura une adaptation thérapeutique fréquente pendant ces 12 jours de stimulation. Il faut compter pendant cette période de 12 jours environ 5 matinées où la patiente sera un peu bloquée quand même. Donc pourquoi? Parce qu'il y a l'attente pour l'écho, il y a la prise de sang. On s'adapte, on décale ses horaires, on essaye de voir avec les collègues. Et encore, moi, j'en avais pas parlé au travail à tout le monde. Et puis après, elle part et puis l'infirmière, par la suite, va donner à midi le traitement choisi par le médecin. Donc pour ma part, moi, j'avais 3 piqûres le soir à faire pendant une dizaine ou une quinzaine de jours grand maximum. Et après une intramusculaire. Et puis après il y a le déclenchement donc, où là l'infirmière nous appelle et nous dit à telle heure il vous faudra une infirmière pour venir faire la piqûre. Quand ces follicules ovariens sont prêts, c'est-à-dire ils ont atteint la maturation préovulatoire, là on décide de déclencher l'ovulation avec une autre hormone et puis la patiente sera convoquée environ 36 heures après cette injection de déclenchement, soit pour être ponctionnée dans le cadre de la fécondation in vitro, soit être inséminée dans le cadre de l'insémination intra-utérine. L'insémination se résume effectivement à déclencher l'ovulation et puis déposer des spermatozoïdes sélectionnés dans l'utérus au moment de l'ovulation. C'est une petite
stimulation, il n'y a pas de ponction ovocytaire pour la patiente, donc ça reste relativement simple et on peut comme ça faire successivement 3 inséminations, 3 cycles successifs chez la femme. Le prélèvement d'ovocytes se passe simplement avec une anesthésie efficace qui pourrait être aussi bien générale que locale, avec une efficacité comparable. Propre à chacun, et une personne qui était passée devant moi et qui me dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, ça fait peur, mais en fait ça fait pas mal du tout ». Et puis bon, moi j'ai eu mal derrière, mais la deuxième fois, peut-être que comme je savais aussi à quoi m'attendre, finalement, j'ai eu moins mal. Le choix appartient surtout à la patiente, mais bien sûr il y a des indications où le médecin conseille effectivement le recours à une anesthésie locale parce que le nombre de follicules est faible, ou éventuellement le recours à l'anesthésie générale parce que l'accessibilité ovarienne est plus complexe et le geste est un peu plus invasif. Donc on pense que l'anesthésie plus approfondie serait indiquée. On va visualiser l'ensemble des follicules. On va avec une aiguille adaptée rentrer dans le follicule, aspirer le liquide qui est à l'intérieur du follicule, le liquide folliculaire. Et puis cette aspiration ramène dans la majorité des cas l'ovocyte qui sera transféré immédiatement au laboratoire qui est adjacent au bloc de ponction. D'ailleurs, la patiente peut tout à fait voir le biologiste qui récupère des liquides folliculaires et dans ces liquides, nous devons retrouver ces fameuses ovules que l'on cherche sous une loupe binoculaire, sous un microscope. Et au moment de la ponction, la patiente va être au courant du nombre d'ovules que nous récupérons. Comme on est réveillé, on voit tout. Donc on voit sur l'écran, on voit l'aiguille qui vient ponctionner chaque ovocyte. Donc c'est assez rigolo. Puis surtout après, ça part dans le labo et c'est analysé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que juste au-dessus de nous, en fait, il y a un petit compteur. Et donc en fait, elle prélève et puis derrière il y a le compteur et donc voilà, donc on sait à peu près. On attend au minimum 4 ovocytes à la ponction pour avoir des ovocytes de bonne qualité et en nombre suffisant pour assurer la fécondation in vitro. Et on nous dit après le résultat, on revient nous dire parce que je me rappelle qu'on avait peur donc, pour la deuxième fois qu'il n'y en ait pas assez et ils avaient compté 6 et en fait ils sont revenus nous voir et il y en avait 9. Donc voilà, c'était super en fait. Les suites de cette ponction d'ovocytes sont très simples parce que le geste n'étant pas douloureux, effectivement la patiente est tout de suite après l'anesthésie en forme et elle pourra rentrer chez elle dans la matinée, en fin de matinée ou au plus tard en début d'après-midi. Quelques douleurs dans le bas-ventre à type de... Enfin, c'est des douleurs comme les douleurs qu'on a lorsqu'on est réglé en fait, c'est pas des grosses douleurs. Et les infirmières sont vraiment présentes pour nous donner des antidouleurs. Enfin, elles sont vraiment à l'écoute, à notre écoute. Et donc on reste un petit peu... Enfin, je suis restée, moi en surveillance du coup, comme c'était l'anesthésie générale, pendant une bonne heure en salle de réveil. Et pendant ce temps-là, en fait, mon mari faisait le recueil de son sperme. En parallèle de la ponction ovarienne dont va bénéficier la patiente, son conjoint va être accueilli le même jour pour effectuer un recueil de sperme. Le recueil de sperme en milieu hospitalier peut être compliqué pour le patient. On le sait, on fait tout pour que tout se déroule comme il faut. Donc, les patients sont installés dans des salles qui sont assez isolées, avec des vidéos qui sont mises à disposition. Globalement, en général, ça se passe très bien. Les conditions de recueil, donc c'est un recueil qui est fait par masturbation et après un délai d'abstinence compris entre 2 et 5 jours. C'est important d'être dans ce créneau de 2 à 5 jours. Le matin, on accueille les messieurs un par un, on les installe en cabine. On leur explique comment ça se passe, ils font leur recueil de sperme, s'ils ont des difficultés, on est très à l'écoute pour ça. Une fois le recueil de sperme réalisé, on va devoir attendre que le laboratoire ait examiné le recueil qui a été effectué, être sûr qu'il n'y a aucun souci avant de libérer le patient. Lui avait été donné son sperme et donc il attendait aussi dans la salle d'attente que quelqu'un vienne lui dire que c'était bon, la quantité était bonne, qu'il y en avait assez et donc après on a pu repartir ensemble.
Pour les patients qui ont des difficultés ou des craintes par rapport au recueil de sperme, nous avons des solutions qui sont en l'occurrence de les faire venir avant au laboratoire à plusieurs tentatives pour qu'ils tentent ce recueil et que nous, on puisse congeler du sperme, préparer ce que l'on appelle des paillettes de secours qui viendront en secours si le jour de la tentative, ils n'arrivent pas à faire leur recueil. C'est très important de le signaler en amont de la tentative, avant la prise en charge, pour ne pas se retrouver dans la difficulté le jour J. Il y a deux techniques de fécondation qui vont pouvoir être utilisées, la fécondation in vitro classique et l'ICSI. Et nous allons choisir la technique que nous allons utiliser. En fonction de quoi? De la qualité des spermatozoïdes. Si les paramètres spermatiques sont normaux, c'est-à-dire qu'on a un nombre suffisant de spermatozoïdes, une bonne mobilité, un pourcentage de spermatozoïdes typiques correct, on va pouvoir réaliser une fécondation in vitro classique, c'est-à-dire qu'on va prendre chacun des ovocytes qu'on a récupérés à la ponction et on va mettre cet ovocyte en contact avec des spermatozoïdes mobiles. Donc en général, on met un ovocyte en contact avec à peu près 5 à 7 000 spermatozoïdes mobiles. Une fois qu'on a réalisé cette mise en contact, les ovocytes sont remis à l'incubateur à 37 degrés jusqu'au lendemain et c'est là où on verra s'il y a eu fécondation ou pas. Soit il n'y a pas suffisamment de spermatozoïdes, ou la morphologie est altérée, ou la mobilité n'est pas suffisante et nous allons pratiquer ce que l'on appelle une ICSI. L'ICSI, où on va nous-mêmes injecter un spermatozoïde dans chacun des ovocytes matures qui auront été prélevés à la ponction. Une technique qui est plus délicate puisqu'il va falloir introduire à l'intérieur de l'ovocyte ce spermatozoïde et donc c'est une technique qui est plus invasive. Mais elle a permis de prendre en charge des couples pour lesquels la qualité spermatique n'était pas bonne. Dans le cadre de la maturation in vitro, cette technique de maturation in vitro est proposée à des patientes qui ne peuvent pas avoir de stimulation ovarienne, soit parce qu'il y a une contre-indication à la stimulation, soit parce que ces patientes présentent des ovaires polykystiques et sont à risque de faire une hyperstimulation. Donc dans ce cas-là, on va proposer une maturation in vitro, on va aller prélever les ovocytes qui se trouvent dans des petits follicules. Ces ovocytes sont récupérés à la ponction et ces ovocytes ne sont pas utilisables tels quels puisqu'ils étaient dans des follicules trop petits. Donc ces ovocytes vont être mis dans un milieu particulier qui est supplémenté en hormones et en sérum qui va leur permettre d'achever leur maturation. Au bout de 24 heures, on va observer à nouveau ces ovocytes et si ces ovocytes sont matures, on va pouvoir les féconder par la technique d'ICSI. En général, en maturation in vitro, il y a entre 50 et 60% des ovocytes recueillis qui vont réussir à maturer en 24 voire en 48 heures. Donc, le lendemain, nous allons observer ce que l'on appelle des zygotes. Et c'est lorsqu'on observe cette structure, qu'on appelle le zygote, qu'on est certain que la fécondation a bien fonctionné. L'objectif, c'est d'obtenir 1 ou 2 embryons de bonne morphologie, c'est-à-dire d'un potentiel important de donner une grossesse. Donc en général, les transferts d'embryons ont lieu soit au 2e jour, soit au 3e jour, soit au 5e jour post-ponction. Nous avons mis en place un système, je dirais, d'évaluation morphologique de ces embryons. On va sélectionner le ou les 2 embryons prévus pour le transfert. Nous avons suffisamment de recul pour savoir quels sont les embryons qui ont le plus de chances de s'implanter, donc de donner une grossesse. Puis 2 jours plus tard, on va obtenir des embryons qui vont pouvoir être transférés, c'est-à-dire remis dans l'utérus de la patiente.
la ponction, enfin tout est fini, on retourne à la maison. 2 ou 3 jours après, voire 5 jours après, on réalisera le transfert des embryons obtenus dans l'utérus. C'est le couple tout d'abord qui va nous manifester son désir d'avoir un transfert de 2 embryons ou d'un seul. C'est un très beau moment. Hein. On a la chance de pouvoir voir ça. Par la suite, la patiente sera au repos pendant une vingtaine de minutes à la suite de ce geste de transfert et puis pourra partir et avoir une vie absolument normale. À la suite du transfert, la patiente va bénéficier d'une médication adaptée, essentiellement de la progestérone, pour soutenir l'utérus, pour qu'il puisse accueillir correctement les embryons transférés. C'est très très long. Et surtout pour la dernière fois, j'étais persuadée que ça n'allait pas marcher parce que j'ai eu mal au ventre tout le week-end, donc je me suis dit, c'est sûr, ça n'a pas pris. Et puis, si, comme quoi. Le test de grossesse va intervenir dans le 14 jours après la ponction pour qu'on puisse diagnostiquer si la grossesse a bien eu lieu. Est-ce que le résultat va être bon ou pas? Et puis pour nous, quand j'ai vu le chiffre, j'ai fait bon, c'est bon, ça a marché. On a aussi la chance ici à Antoine Béclair de faire la toute première échographie, de proposer aux femmes de réaliser la toute première échographie après la stimulation, au décours de laquelle on va visualiser l'embryon, on va pouvoir visualiser aussi les premiers battements cardiaques et là ça devient concret à la fois pour madame et pour monsieur, c'est plus juste un dosage hormonal qui dit que la grossesse évolue, on visualise l'embryon ou au pire des cas on visualise que cet embryon n'a pas évolué. Et là, c'est encore un moment où on se doit d'accompagner les couples et de les épauler dans cette tristesse et de les aider à accepter que ça n'a pas évolué. En fait, les deux avaient pris. J'avais eu la chance que les 2 embryons prennent et à 2 mois et demi, presque 3 mois de grossesse, il y en a un qui s'est stoppé au niveau développement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un bébé, mais ça se passe bien. Donc aujourd'hui, je suis enceinte de 4 mois et 3 semaines. Voilà, j'ai fait mon écho des 5 mois, j'attends un petit garçon et tout va bien. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif de tous ces traitements, hein, la grossesse, le bébé à la maison. Hein, et puis nous sommes très fiers de nos résultats parce que nous obtenons en moyenne, tous âges confondus, environ 45% des grossesses cliniques par prélèvement d'ovocytes et puis environ 30% d'accouchement. Hein, donc c'est vraiment des taux qui nous placent parmi les centres de pointe en France et en Europe. Ces résultats sont le fruit de la bonne collaboration entre l'équipe clinique et l'équipe biologique. Hein, c'est clair que l'investissement de chacun est nécessaire, le bon contact effectivement avec le couple demandeur aussi, et puis la technicité, effectivement le fait de maîtriser les diagnostics et le thérapeutique dans ce domaine est essentiel. Nous sommes confrontés, hélas, à des patientes qui ont un déficit ovarien et pour qui la stimulation ovarienne ne se passe pas bien. Il y a une réponse insuffisante. Donc effectivement, il n'y a pas d'acharnement de notre côté de pousser cette patiente jusqu'au déclenchement à tout prix. Hein, donc nous préférons dans certains cas annuler le cycle en question et reprendre avec un autre traitement ultérieurement cette patiente pour qu'elle ait plus de chances de conception. A contrario, on peut avoir des patientes qui vont répondre trop fort au traitement donné, malgré le fait qu'on a établi la dose idéale en fonction des examens préalablement réalisés. On peut effectivement avoir des surprises et des réponses excessives qui seront effectivement gérées avec une diminution, voire un arrêt du traitement. Heureusement, cet événement reste assez rare et bien contrôlé par nos équipes. La fécondité d'un cycle n'est pas celle du cycle suivant. Nous faisons tout pour limiter et contrôler le nombre de variables qui sont impliquées dans le taux de réussite de tout traitement d'aide médicale à la procréation. Mais un des éléments aussi qui nous perturbe, c'est cette variabilité intercyclique de la qualité folliculaire. Après reste le problème de la grossesse multiple. Hein, donc il y a en gros 2 types de grossesse multiples. Il y a la grossesse gémellaire et il y a la grossesse triple. Hein.
ou plus. Le deuxième événement est tout à fait limité puisque le nombre d'embryons que nous transférons à Beckler est inférieur à 3. Sauf des cas très particuliers, on pense que le transfert du troisième embryon va être déterminant pour augmenter d'une façon conséquente les chances de grossesse d'une patiente donnée. L'hygiène de vie, c'est fondamental, ça doit être quelque chose qu'il faut évoquer à la première consultation. L'âge des femmes et l'âge des hommes, mais ça c'est le rôle de la prévention et de l'information. Un surpoids ou une insuffisance pondérale réduit une fertilité, qu'elle soit féminine ou masculine, et donc on peut être amené à transmettre à un couple que l'un ou l'autre doit perdre ou prendre du poids pour augmenter les chances de fertilité spontanée et les chances de grossesse après traitement. Hygiène de vie, on comprend également un sevrage tabagique. On a une équipe, on a des consultations de tabacologie à Antoine Beckler et clairement ça augmente les chances de grossesse spontanée et de grossesse après traitement, autant mettre toutes les chances de notre côté. Hygiène de vie, il y a aussi tout le vécu et c'est primordial de continuer à vivre. Et voilà, garder priorité de vivre en couple et d'essayer de penser à autre chose, même si effectivement c'est pas facile. Pour nous deux, c'était pas fichu, mais presque. Hein. On s'était presque mis à l'idée que peut-être qu'on ne pourra pas avoir d'enfants à deux. Les couples qui arrivent en procréation médicalement assistée à l'hôpital Beckler sont souvent des couples qui ont déjà eu un long parcours d'attente dans leur désir d'enfant, qui ont dû parfois voir leur gynécologue de ville, commencer des bilans en amont, et ils arrivent ici avec 1 ou 2 ans parfois déjà de prise en charge à l'extérieur, ou en tout cas d'attente de cet enfant à venir. Du coup, ils arrivent déjà parfois fatigués d'ailleurs, et dans une attente, dans un stress assez anxieux. C'est la possibilité pour ces couples d'avoir un lieu où on peut entendre leurs souffrances, leurs attentes, leurs déceptions, leur anxiété. Il peut y avoir aussi une pression au niveau de l'entourage, que ce soit la famille, les amis, les collègues, au travail. Au travail, c'est pareil, une fois on m'a dit « mais pourquoi t'adoptes pas ?» Après, ça permet aussi de se dégager du médical, c'est-à-dire ne plus parler que des bilans, des prises de sang, des ponctions. J'ai plus vécu en fonction de... J'ai eu ma vie en fonction du traitement, quoi. Et ce qui est important finalement, c'est que les couples se l'autorisent. Mon mari avait l'impression que j'avais plus que ça en tête, quoi, donc il n'y avait plus trop... Enfin, j'étais vraiment focalisée là-dessus, quoi, donc... Il n'y avait plus trop de place pour autre chose, quoi. La prise en charge en procréation médicalement assistée va de fait séparer sexualité et procréation. Et donc si on sépare ces deux aspects, de fait l'homme et la femme au sein du couple vont être séparés. On n'avait pas encore discuté en couple de ce qui allait se passer ensuite, quoi. Est-ce qu'on allait avoir un enfant autrement? Enfin, on n'en discutait pas en fait, ça restait... Enfin, on ne parlait pas trop. J'interviens pour essayer justement de recréer du lien, pour essayer que madame puisse dire enfin à monsieur ce qu'elle ressent, que monsieur puisse parler de sa culpabilité, de son angoisse que ça ne marche pas, de l'intimité qui a été mise à mal. Et finalement, on recrée lors de la consultation ce lien-là qui avait parfois disparu. Il y a aussi, lors des consultations, on arrive à déceler dans le discours des patients l'envie chez eux finalement d'arrêter la prise en charge ou de faire une pause qui est souvent pas dite ni exprimée lors de leur consultation avec leur gynécologue. On a fait une pause dans le traitement, on a essayé de profiter un peu plus de nous, on va dire. Il faut retrouver une vie de couple, quoi, sans tous ces allées et venues à l'hôpital, les traitements. Alors que j'essaye justement avec eux de pouvoir penser la possibilité de le formuler et de s'autoriser à dire « Ok, là j'en ai assez, j'ai envie de m'autoriser à faire une pause ou m'autoriser finalement à arrêter la prise en charge ». C'est très agréable d'avoir une équipe qui est présente mais qui est aussi dynamique et agréable, qui répond à toutes nos questions. J'envoie des emails, ils nous rappellent ou par téléphone ou par mail. Enfin, voilà, il y a un échange et ils sont présents et ça c'est important. Parfois, il faut qu'on soit proche de ces patients et de ces patientes
pour les rassurer. Et toute cette attitude, je dirais, de contact humain va être tout à fait positive pour l'obtention rapide d'un résultat. Elles posent beaucoup de questions, elles sont dans l'attente de réponses. On leur donne une chaleur. Et elles nous rappellent toujours, on n'est jamais comme ça en suspens pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou quoi. On a toujours des réponses à nos interrogations, ça c'est bien. J'ai eu 3 FIV. Oui. Les 2 premières ont échoué. Il n'y a pas eu ni de fausse couche, enfin j'ai pas eu de grossesse en fait. C'était négatif à chaque fois au niveau du test de grossesse. Et la 3e a fonctionné, un test de grossesse positif et qui a bien évolué. Aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une superbe équipe qui sont vraiment à l'écoute et vraiment ça fait beaucoup. C'est le bébé de l'espoir pour nous. Enfin, voilà, on n'y attendait pas finalement. En fait, à la 2e tentative, on s'est dit ça va jamais marcher. Et il y a tout qui part et en fait. Cette famille qui va se construire, pour nous, c'est l'aboutissement d'un travail d'équipe et c'est vraiment le plus beau qu'on puisse voir. L'unité d'assistance médicale à la procréation est une des unités phares de l'hôpital Antoine Béclère. C'est une unité qui a été pionnière dans le domaine et qui continue à être à la pointe. L'unité d'assistance médicale à la procréation appartient à un service de gynéco-obstétrique, donc plus large, et nous pouvons prendre en charge les patientes depuis avant la fécondation jusqu'à après la naissance. La maternité est une maternité de type 3, donc spécialisée dans les grossesses à haut risque. On s'occupe des patientes qui ont des pathologies et des patientes à risque d'accoucher prématurément, les enfants pouvant être pris en charge en réanimation néonatale. Nous pouvons aussi bien sûr prendre en charge les patientes qui n'ont pas de pathologie. Le service de gynécologie est spécialisé en gynéco-fonctionnel, mais également à une unité de cancérologie. Et le service de gynéco-obstétrique appartient à l'hôpital Antoine Béclère, où il y a plein d'autres spécialités qui prennent en charge les femmes. Et par exemple, les patientes obèses peuvent bénéficier d'un circuit qui va de la procréation médicalement assistée jusqu'à la prise en charge de l'obésité.